Bonjour les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur le climat, sur ce que ça veut dire. Alors je vois sur internet des gens qui disent que l'évolution du climat est une foutaise, etc. Bon, on peut pas... D'abord, on peut pas contrer ces gens-là parce que c'est plus des croyances que du savoir qu'ils ont. Et ils ne cherchent surtout pas à savoir la vérité. Et ça, c'est un vrai drame. Bon, c'est un vrai drame dans la mesure où où ça peut influencer le reste de la population. Et justement, le problème, il est là. C'est que ce sont des vrais criminels contre l'humanité, ces gens-là. De vrais criminels. Enfin, peut-on avoir raison contre des certainement plus d'une centaine de milliers de scientifiques qui travaillent pour relever les températures, pour faire des simulations, pour comprendre ce qui se passe dans cette chose extrêmement complexe qu'est le climat? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut penser que ces gens qui ont fait 10, 12 ans d'études, qui se promènent sur le terrain, qui vont faire des relevés glaciaires, etc. Non mais, je veux dire, on a le droit d'être fou, hein. On a le droit d'être fou. On a le droit d'être fou. Mais là, ce sont des criminels. Et je m'insurge un peu contre ces gens-là. Alors, restons sereins, malgré tout. Euh, on va continuer de parler donc de cette histoire de climat. Bon, alors, il y a plusieurs choses à dire pour que vous compreniez bien, il faut les dire dans l'ordre. Premièrement, la COP 21 nous avait dit qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Nous y sommes hein, à un pouillème près, nous y sommes à 1,5 degré. Donc, on a dépassé 1,5 degré. Enfin, ils avaient dit 1,5 degré en 2100. Puis après, on s'est aperçu que déjà en 2050, ça serait difficile. Puis maintenant, on s'aperçoit que c'est impossible, puisqu'on y est et que ça va continuer à augmenter pendant les 120 prochaines années. Et oui, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi 120 prochaines années. Euh, donc, quand on regarde les scientifiques du groupe BT australien, les modélisations de ISPL, euh, surtout les nouvelles, et puis quand on sait tout ce qui va influer sur le climat euh, dans les années qui viennent, et qui n'est pas bien assimilé encore par les scientifiques, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent. Par exemple, la prise en compte des ce qu'on appelle les clatrates, ce sont des molécules cages qui contiennent une ou des molécules de méthane et qui, sous une certaine pression et sous une certaine température, éclatent et donc libèrent le méthane. Et je vais vous poser une question, comment croyez-vous que 20, 22 ou 23 millions d'hectares de terre ont pu brûler au nord du cercle arctique, là-haut, en Russie? Bon, c'est simplement parce que ces clatrates existent à la surface et en profondeur du permafrost, et sous l'effet d'une flamme qui arrive, ça explose, ça libère du méthane qui s'enflamme, etc. Et c'est comme ça que c'est... alors bon, ça n'avait pas... Déjà, la fonte du permafrost n'avait pas été prise en compte. Et maintenant, je pense que les chercheurs commencent quand même à tenir compte de ça. On sait qu'il y a des espèces de glaçons, c'est pas des glaçons puisque c'est pas de la glace, ce sont des clatrates qui émergent, qui sortent de la mer, enfin qui montent à la surface de la mer et qui là, bon, bah, vont forcément, hein, sous l'action du soleil, etc., éclater et libérer du méthane. Mais là, c'est pas du méthane qui flambe, c'est du méthane qui va aller. C'est un gaz aussi à effet de serre, comme le CO2, mais 24 fois plus puissant que le CO2. Bon, donc vous voyez que l'avenir n'est pas brillant, brillant, brillant. Voilà.
ce que l'on peut viser raisonnablement, c'est une température de 2 degrés en 2030 d'augmentation moyenne de la température terrestre. Alors, quand on dit 2 degrés, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas 2 degrés, si c'était une augmentation de 2 degrés de la température ici, en France par exemple, là où vous êtes, bon, il fera un peu plus chaud, quoi, hein, mais rien, quoi. Hein. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est la température moyenne. Et il y a des régions dont les températures vont monter beaucoup plus et d'autres qui vont rester quasiment stables ou, voilà. Les océans vont rester quasiment stables parce que la, la relation thermique entre l'océan et l'atmosphère, bon, voilà, permet donc de garder une température moyenne, une hausse de la température relativement petite. Alors que sur les terres comme chez nous, comme aux États-Unis, comme en Russie, comme en Chine, comme au Japon, comme en Australie et partout dans ces pays-là, eh bien, les températures sur la Terre vont, elles, augmenter de manière beaucoup plus importante. Bon, on lit plein de choses sur ce facteur multiplicateur. Hein. Je crois que les scientifiques sont pas, c'est pas qu'ils sont pas d'accord, mais c'est pas un problème important pour eux. Euh, mais enfin, on peut estimer entre 4 et 5 fois le nombre de degrés dans certaines régions à l'augmentation moyenne de la Terre. Si l'augmentation moyenne de la Terre est de 2 degrés et qu'on multiplie par 4, ça fait plus 8 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la France, par exemple. Hein, vous voyez, je prends encore les 4 degrés, c'est la partie basse du spectre. 8 degrés, ça veut dire qu'on va dépasser 50 degrés peut-être 2-3 jours par année. Mais le problème, c'est que les températures la nuit redescendent pas forcément si bas que ça. Elles aussi, elles augmentent. Et donc, on a des températures qui sont très inconfortables et même létales. C'est-à-dire qu'on en meurt. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Une chose est certaine, si on continue à polluer comme ça au-delà de 2030, comme on l'a fait tous ces dernières années, hein, à part peut-être la période 2020 où la Covid a réussi à faire baisser les émissions, mais on n'en est pas encore certain, c'est pas encore mesuré, c'est pas encore... Enfin, on estime que si, quand même, ça va avoir une influence. Mais très minime, hein. Je veux dire, à l'échelle de la planète, c'est rien. C'est rien. Nous, on est content parce que la courbe qui a toujours été droite, hein, qui grimpe comme ça, cette courbe-là, bah, tout d'un coup, elle va avoir un petit un petit cran, quoi. Hein. Merveilleux, fabuleux, on n'avait jamais réussi avant. Et la Covid a réussi. Donc si on n'arrête pas d'émettre des polluants, eh bien, c'est sûr que en 2054-55, la vie ne sera plus possible sur Terre. Voilà, c'est clair, c'est net. Alors, la vie de qui? Peut-être que les fourmis pourront résister, peut-être, j'en sais rien. Les termites, voilà, elles ont des habitats qui sont adaptés à ces grosses chaleurs. Mais les hommes, en tous les cas, non. Hein. Ou alors, il faut vraiment une énorme préparation qu'on n'est pas prêt de faire. Hein. Il semble pas, en tous les cas, qu'on se bouge les fesses. Je vous vois pas m'appeler au téléphone. Bon, donc, on a cette période d'une trentaine d'années qui fait que les gaz que l'on émet maintenant n'auront d'influence sur la température que dans 30 ans. Ben, c'est des mises en place à l'échelle géologique. Hein. c'est pas le gaz qu'on allume sous une casserole. Et encore là, si vous regardez bien, quand vous allumez, l'eau est pas tout de suite chaude. Hein. Il faut attendre un petit peu. C'est la même inertie. Hein. C'est la même inertie. Mais là, c'est 30 ans. Ça veut dire que dans 30 ans, la température est déjà
programmé, géologiquement programmé. Hein. On sait, enfin on sait pas bien, mais on sait quand même à peu près quelle température on a, parce que on sait quels sont les polluants qu'on a émis jusqu'à maintenant. Et donc dans 30 ans, on sait quelle température on aura. Alors si on continue à émettre, c'est la température dans 30 ans qui continuera à augmenter. D'accord? Bon, tout ça c'est un peu pénible. Hein. Donc, voilà, le climat, c'est ça. On est aujourd'hui sur une courbe supérieure à 4 degrés en 2050. Bon, alors certains me diront, mais non, regarde, voilà. Oui, bien sûr, je sais bien. Toutes les mesures qu'on regarde des scientifiques, elles ne montrent pas les 4 degrés. Elles montrent 3, 3,6, 3,5, 3,6. Mais comme toujours, si vous regardez l'histoire des recherches depuis 7-8 ans, ce que j'ai fait moi, tout le temps, il y a quelque chose qui a été oublié, qui fait que, pouf, il faut augmenter un petit peu plus, faut augmenter un petit peu plus. Donc, je me garde 4-5 dixièmes de degré de marge, je vous assure que je ne suis pas dans le faux. Donc, vous voyez, le climat, alors quelles sont les conséquences de l'augmentation de ces températures? D'abord, il fait plus chaud, ça peut être intéressant par certains côtés, on va bronzer beaucoup plus vite, mais on risque aussi de cuire, littéralement, de cuire, d'être cuit, quoi, hein. Voilà. Les conséquences, c'est aussi que le soleil devient une énergie calorifique intéressante, puisque on n'aura plus les énergies fossiles en 2050, mais on aura le soleil. Et dans les 30 ans qui viennent, on va quand même pas être con au point de pas mettre au point les techniques qui peuvent utiliser le soleil comme énergie thermique, pas comme énergie électrique. Hein. Le procédé photoélectrique, c'est tout à fait autre chose, et ça, on l'oublie. On l'oublie. On l'oublie parce qu'on n'a pas l'énergie pour fabriquer des panneaux solaires, etc. Alors peut-être que dans 50 ans, 30, même dans 30 ans, peut-être que dans 30 ans, il y a les petits génies qui vont nous trouver euh, sur le coin de leur cuisine le moyen de fabriquer des panneaux solaires en verre, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et en plus, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est pas de fabriquer des panneaux solaires. Le problème, c'est d'avoir tout ce qui utilise l'énergie produite par les panneaux solaires. Comment vous allez fabriquer sur le coin de votre cuisine un téléphone portable? Hein? Comment vous allez faire? Voilà. Donc, toute cette technologie extrêmement fine, extrêmement difficile, complexe, ne sera plus à notre portée. Ne sera plus à notre portée. L'avenir, j'en sais rien, c'est pas mon rayon. Ce sera aux jeunes d'aujourd'hui d'imaginer leur vie, mais je suis bien persuadé qu'ils vont y réfléchir à 2 fois. Alors je dis ça, puis en même temps je pense un peu le contraire, en regardant leur histoire, quoi, l'histoire de la civilisation. Ils vont voir quelles sont les bêtises, ça serait complètement idiot de recommencer. Mais les humains ne sont pas une idiotie près. Hein. Bon, euh, j'ai encore des choses importantes à vous dire. Le problème pour nous, les humains d'aujourd'hui vivants, c'est pas le climat. Le climat, si on a la chance d'être vivant en 2050, vous constaterez les effets dont je vous parle là. Mais il faut avoir cette chance, et c'est pas une chance. C'est pas une chance, c'est un travail, c'est une intelligence, c'est une sagesse, c'est ça. Parce que avant, il y a cette civilisation qui va nous sabrer les mollets. C'est clair, hein? Cette civilisation risque de mourir. Je vais faire là un peu l'avocat du diable, parce que j'en ai un peu marre d'entendre certaines choses. Alors, aujourd'hui, on est dans le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, on maintient les entreprises à flot. Quoi qu'il en coûte, on paye
les employés pour qu'ils restent employés et que donc ils n'aillent pas s'inscrire au chômage dès maintenant. Et pourtant, je vous signale qu'en un an, un peu plus d'un an, le chômage est passé de 4 millions à 5 millions 700 000 ou 600 000, je ne sais plus. Enfin bon, c'est dans ces eaux-là, peu importe, on s'en fout. Vous voyez, progression comme ça. Et on a fait le quoi qu'il en coûte. Bon, je pense que le quoi qu'il en coûte va continuer plus ou moins voilà, jusqu'à l'élection présidentielle. Vous imaginez si avant il y avait quelques centaines de milliers d'entreprises qui déposaient le bilan? C'est pas possible. Enfin, voyons. Donc, donc, le quoi qu'il en coûte va continuer jusqu'à l'élection présidentielle. Mais vous êtes absolument certain qu'après, il va s'arrêter. Pourquoi devrait-il s'arrêter? Pourquoi est-ce qu'un président de la République intelligent ne pourrait pas continuer à le quoi qu'il en coûte? Ben, tout simplement parce que plus ça va, plus les billets qu'on a dans notre poche ressemblent à des billets de Monopoly. Tant que personne ne dit rien, tant que c'est l'intérêt d'à peu près tout le monde de continuer à jouer au Monopoly, ben on continue. Et le quoi qu'il en coûte, c'est à 75% du Monopoly. Voilà. Et donc on ne peut pas continuer parce que la chute sera très brutale. Alors celle-là ou une autre, vous me direz, bon. Il n'empêche que ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il y a plusieurs pays, en France, hein, il y a le pays des hyper riches. Oublions-les, ils nous oublient, donc oublions-les. Il y a le pays, France, des pauvres, des très pauvres et des pauvres. Des gens qui couchent sur les trottoirs du métro, ou dans la rue, etc. Il y a les un peu moins pauvres, ceux qui ont encore un toit sur leur tête, mais qui reçoivent tellement peu d'argent qu'ils peuvent rien faire, à peine manger, même pas manger. Enfin bon, pour manger, ils sont obligés d'aller mendier au Resto du Cœur, au CCAS des communes, enfin un peu partout, quoi, hein, là où on distribue à manger. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne, celle comme moi qui vit d'une retraite aujourd'hui. Ceux qui travaillent, qui ont encore un salaire, donc ils peuvent se payer un appartement. Alors il y a des gens qui ont des petits salaires, il y a des gens qui ont des gros salaires, et ceux-là, eh ben ceux-là, leur destinée, c'est quoi? Vous croyez que leur vie va s'améliorer? Vous croyez que leur vie va devenir plus fiable, plus pérenne? Eh bien non, moi je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Je crois même que c'est tout l'inverse. Vous savez, les banquiers de la Deutsche Bank, hein, pas les banquiers, les employés de banque de la Deutsche Bank, il y a 2 ans, ils en ont licencié. Non, il y a 3 ans, ils en ont licencié 18 000. Je vous donne les chiffres de tête. Hein. Il y a 2 ans, ils en ont licencié 24 000. Et là-dedans, il y a de tout. Hein. Il y a depuis le gardien de la porte jusqu'au PDG. Et même, si vous acceptez d'être PDG d'une banque, ça doit être relativement facile parce qu'ils ont bien trouvé, du mal à trouver des candidats à ces postes de direction. Voilà. Euh, tous ces gens-là sont allés au chômage. Et je doute fort qu'ils aient trouvé une banque pour les recruter. Hein. Vous savez, les banques, elles disent qu'elles recrutent, puis en réalité, c'est juste pipeau, c'est juste pour faire croire, c'est juste pour donner une atmosphère hein, au climat social. Il y a du recrutement dans la banque, mais en réalité, il n'y en a pas. Toutes les banques licencient, toutes. Bon. Et puis s'il y en a une qui... Alors oui, ça, je vais avoir un téléphone, là, où on va me dire, mais non, il y a telle banque, elle a recruté 3 personnes, etc. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Bon, donc tous ces gens-là dans ces entreprises-là, vous croyez que c'est fort comme ça l'était il y a 20 ans, les entreprises, et que ça peut garder ses salariés même avec un CDI? Vous avez peut-être entendu parler des pénuries. Les pénuries, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir une chaîne de production de, je sais pas moi, d'un gros matériel, et puis il vous manque un tout petit composant, une résistance, un condensateur. Il s'en est fabriqué des milliers de milliards depuis 100 ans,
Et puis tout d'un coup, voilà, on peut plus fabriquer ça, et ça manque sur la chaîne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en prend un autre. Bon, si c'est un condensateur lambda sur une machine pas très pointue techniquement, mais si ça va sur une plaque où il y a des microprocesseurs ou des choses comme ça, si le gars il a spécifié que c'était tel condensateur, hein, voilà, bah, c'est pas un autre. Hein. Donc la chaîne s'arrête. Donc l'entreprise ne produit plus. Et vous avez des pénuries comme ça qui durent depuis des années certaines. Alors au bout du compte, les entreprises font ce qu'il faut, recommencent une étude de carte, etc., etc. Mais tout ça, ça coûte une fortune. La non-délivraison, la non-livraison des matériels qui ont été fabriqués, pour lesquels des pièces ont été achetées, etc., etc., ça s'arrête. Vous voyez, c'est une société qui ne fonctionne plus correctement. Et une société qui ne fonctionne plus correctement se dégrade petit à petit. Et donc les gens qui aujourd'hui ont des beaux salaires, allez, 4 000, 5 000 euros par mois, parce qu'ils ont des postes de responsabilité dans les entreprises, risquent demain de se retrouver au chômage. Alors le chômage, on peut en parler du chômage. Le chômage, c'est bien gentil, mais avec 5 millions de chômeurs, presque 6 millions, hein, vous croyez que les assurances chômage vont pouvoir payer le problème, c'est pas qu'elles peuvent payer, elles doivent payer. Mais est-ce qu'elles vont pouvoir payer? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'argent? Voilà. Le problème, il est là. Vous savez, c'est la même chose pour les retraites. Hein, bon, je ne parle pas trop de ça parce que je suis concerné. Euh, voilà, donc l'avenir est pas rose. Et moi, je dis que un des risques majeurs, c'est justement l'élection présidentielle. Beaucoup de choses vont s'arrêter. Beaucoup de gens vont être très en colère, les cultivateurs par exemple, hein. Un suicide tous les jours, il paraît, il paraît. J'ai vu ça sur internet, je l'ai lu 3 ou 4 fois, mais bon, j'ai pas trouvé de chiffres officiels pour ça. Mais on en voit beaucoup en tous les cas, même à la télé, on les voit même à la télé. Enfin, on voit les veuves à la télé, hein. Des fermes, pas des fermes de 20 hectares comme mes parents, 25 hectares. Non, non, des fermes de 50 hectares qui font du bovin. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Puis si c'était une ferme, on dirait, ouais, le cultivateur, c'est un branleur, il faisait n'importe quoi. Bon, mais c'est tout, c'est presque toutes les fermes, quoi. Beaucoup de fermes tirent le diable par la queue quand on entend dire un cultivateur, euh, il gagne moins de 1 000 euros. Et je comprends pas là. Bon, enfin voilà. Donc, les cultivateurs peuvent se mettre en colère. Les chauffeurs routiers, vous voyez l'augmentation du prix de l'essence, on est rendu entre 1,55, enfin là je parle du super sans plomb, 1,55 à 1,67. Le gasoil, c'est pareil, quoi, ça a augmenté, ça augmente, ça augmente. Bon, vous croyez que les factures que font les chauffeurs routiers augmentent dans la même proportion? Ben non, ben non. Alors ça tient un peu comme ça va tenir. Puis après l'élection présidentielle, voilà. Et puis bon, les gens qui crèvent de faim, vous croyez qu'ils vont être sages longtemps? Tant que c'est eux qui crèvent de faim, ça va, ils supportent. Ils cherchent à manger, j'en vois là. Ils cherchent à manger, mais ils se fâchent pas. Mais quand c'est les enfants qui se mettent à en souffrir, là, ça risque de changer. Et puis, il y a tous ces gars qui sont bien payés aujourd'hui, qui, eux, vont tomber au chômage. Et enfin, vous êtes bien placé pour savoir quand même que ça ne peut pas remonter comme ça. Je sais bien, mais en plus, c'est presque une preuve. Le président de la République nous a dit 6% d'augmentation du PIB, fabuleux. Et lui, le 6 octobre 2020, il y a 10 mois,
hein. Il a fait voter au Parlement européen, en gros 10% de PIB en moins. 6 en plus, 10 en moins. Alors je demande pas qui a raison, qui a tort. Moi je dis rien, je constate. J'écoute le président de la République. D'un côté, il nous dit qu'il y aura 6 en plus, et de l'autre côté, on sait qu'il faut faire 10 de moins. Et qu'ils les font, les 10 de moins. Qu'est-ce qu'on me raconte que c'est des lois qui seront jamais appliquées, mais ces lois, elles sont appliquées. C'est pas, alors, la traduction française, c'est pas une loi. Normalement, vous savez que quand une loi européenne a été votée, le Parlement français doit prendre cette loi et la traduire en droit français. C'est comme ça que ça marche, hein, en principe. Bon, là, ils font rien. Puis c'est pas de mal à veille qu'ils vont le faire, hein, parce que vous imaginez, 10% de PIB en moins, bon, il va se faire insulter, y compris par ses propres troupes, d'ailleurs, je pense. Donc c'est les préfets qui arrêtent les travaux, qui refusent les permis de construire. Et là, je parle pas pour une maison ou un petit entrepôt. Non, non. Là, je parle dans ma commune, 80 hectares de zones industrielles interdites. Et le préfet se déplace en personne. Je peux vous assurer qu'il a été porter sa parole dans tous les établissements publics dont c'est le boulot de faire les zones industrielles. Voilà, donc tout ça s'est arrêté, hein. Alors c'est très bien d'un côté, ça bétonne pas, ça ne bétonne pas. Et mais de l'autre, tous les employés de ces entreprises-là, les entreprises ne vont pas les payer à se tourner les pouces, hein. Donc ils vont disparaître. Ils vont disparaître dans la longue chaîne des gens qui auront le chômage. Voilà. Ça veut dire quoi en filigrane tout ce que je dis, les conséquences de ça? Les conséquences, c'est que ça se dégrade, puis il y a un moment où ça peut plus fonctionner du tout. Donc tout s'arrête. Tout s'arrête. Et là, pour redémarrer un système comme la civilisation actuelle, c'est pas Monsieur Sarkozy qu'il faut là, c'est des millions de Sarkozy. Puis même, il n'y a pas de solution, quoi, hein, ça n'existe pas. Et donc là, eh bien, vous tous qui m'écoutez, vous allez chercher à manger. Chercher à manger. Donc, vous allez piller les restes des grandes surfaces dans lesquelles vous étiez habitué à aller, quoi, hein. Vous allez même pas payer en sortant, ça va être tellement le bordel que, voilà. Vous allez donc récupérer un peu de nourriture. Mince, il n'y a plus de courant électrique, forcément, vous payez plus puisque il n'y a plus de banque ouverte. Donc, les gens d'EDF, je vois pas pourquoi ils vous fourniraient encore du courant électrique. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que, évidemment, les gars des centrales, ils ont autre chose à faire qu'à conduire la centrale, hein. Faut qu'ils trouvent à bouffer pour leurs femmes et pour leurs gamins. Ok? Vous voyez l'enchaînement. Alors, me dites pas que ça se passera pas comme ça. Me dites pas que ça se passera pas. Dites-moi comment ça va se passer selon vous. Voilà. Me dites pas que ce que je dis est faux. Ce que je dis est juste, est vrai. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer. Mais vous pouvez avoir, c'est comme ça que je pense que les choses devraient se passer. Mais vous pouvez avoir des idées différentes que moi. Seulement, il faut me donner des choses précises, hein. Moi, quand je vous dis, le gars qui conduit la centrale nucléaire de nos gens, il va falloir qu'il aille chercher à bouffer pour sa femme et ses gosses, euh, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement, hein. Bon, alors, chercher à manger où? Parce qu'à part dans les magasins, il n'y a pas. Euh, la France est importatrice nette de près de 50% de la nourriture de ses habitants. Si on étend la capacité de nourrir à l'intérieur du département, c'est 2% de la nourriture qui est produite à l'intérieur du département. Par exemple, l'Île-de-France, la région parisienne, c'est 2%, l'Île-de-France, c'est 2% de la nourriture qui nourrit Paris et sa banlieue. 2% de la nourriture de l'Île-de-France nourrit Paris et sa banlieue. Le reste, ça n'existe pas. Le reste, c'est importé. Hein, les oranges d'Espagne, les légumes d'Espagne, 30% de légumes, 50% de fruits, 75% de volailles, etc., etc., quoi. C'est ça, l'état
Alors, est-ce que les cultivateurs vont se retrousser la manche et se dire, oh là là, il faut qu'on nourrisse la France entière, on va cultiver. Bon, ils ont plus d'essence, alors il faut qu'ils prennent un manche de pioche. Je vous assure qu'ils savent plus ce que c'est, hein, un manche de pioche, de fourche, ce que vous voulez, quoi. Ça, ils savent plus ce que c'est, les cultivateurs. Ils sont très rares, hein. Ils montent sur le tracteur et descendent du tracteur. Ils montent sur le tracteur, descendent du tracteur. Le travail à la main, même les maraîchers, ils savent pas faire, hein. Bon, donc, ils savent pas faire, bon, n'exagérons pas, mais ils savent vraiment plus faire. Et de toute façon, ça va servir à quoi? 7% de la nourriture provient de ces maraîchers, bio ou pas bio, mais de ces maraîchers en France. 7%. Bon, je suis en train de vous dire là que 93% des gens ne vont plus avoir à manger. Bon, alors admettons qu'ils trouvent une racine de temps en temps, qu'il y a un cadavre de je sais pas quoi là, ils prennent un morceau, ils mangent, ils peuvent plus faire la cuisine, ils peuvent plus cuisiner, vous vous rendez compte? Donc, ils, voilà, dans la semaine qui suit, les premières maladies, les premières diarrhées, etc., sans compter l'eau, hein, il n'y a plus d'eau potable, s'il n'y a plus d'électricité, les pompes qui remontent l'eau dans les châteaux d'eau fonctionnent plus. Donc robinet, hop, plus d'eau. Il y en aura pendant 2-3 jours. Vous allez le stocker, etc., ce qui va vider plus vite les cuves. et, euh, et vous aurez rapidement plus d'eau, quoi, hein. Et donc vous irez récupérer de l'eau de la Seine. Comme vous n'avez rien pour la purifier, eh bien, c'est mal barré, quoi, hein. C'est mal barré. Il vaut mieux en rire, hein, que c'est mal barré. Et qu'est-ce que vous faites? Rien. Ah si. Vous vous battez pour la Covid, contre la Covid, pour les vaccins, contre les vaccins. Alors ça, vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça. Et moi, je vous dis que dans 3-4 ans, vous serez tous disparus. Hein, j'arrive à trouver des termes agréables à entendre. Vous serez tous disparus. Quand je dis vous, c'est parce que moi, je serais disparu avant à cause de mon âge. Quand même, hein, quand même, l'humain est un sacré con, hein, est un sacré imbécile, mais vraiment un imbécile. Alors ne dites pas, s'il vous plaît, que c'est la manipulation des masques et qu'on a fait exprès de vous faire la Covid pour que vous puissiez pas voir ce qui allait arriver. Non, me dites pas ça, s'il vous plaît. Me dites pas ça. C'est encore plus con que simplement ce que je dis, hein. Voilà. Je vais me faire des amis, hein. Je vais me faire des amis. Bon, je finis sur une note intéressante. Nous, on a une solution. Quand je dis nous, on a une solution, c'est pas une solution pour nous ou pour vous. Nous, on s'en balance. Nous, on a conçu un système qui permet de se nourrir au bout de 2-3 ans. Enfin, disons, tout de suite, on commence à se nourrir un petit peu, mais comme nous, c'est des structures de 500 personnes sur une surface de 1 hectare, donc toute petite surface. Donc pas de fourche pour bêcher, pas de choses comme ça, quoi. Un plantoir, une griffe, et puis une vingtaine de personnes produisent les légumes pour 500 personnes. Pour 500 personnes. Bon, alors il y a des gens qui vont devoir planter des arbres. Oui, parce qu'il nous faut des fruitiers. Euh, donc il y a 1000 mètres carrés de légumes et 6000 mètres carrés d'arbres fruitiers dans lesquels on cultive aussi des légumes, notamment les pommes de terre par exemple. Et voilà, et on obtient comme ça suffisamment de légumes pour nourrir 500 personnes très correctement. Ça sera peut-être pas aussi bon que chez Bocuse ou que chez... Hein, mais, mais ça peut être très très bon. Et les cuisinières, donc il y a 20 personnes qui cultivent les légumes, 5 personnes qui s'occupent des arbres, une vingtaine de personnes à la cuisine, aux conserves, etc. Et comme ça, on a 60 personnes, enfin entre 40 et 60 personnes, ça dépend des périodes, qui s'occupent de produire la nourriture. Donc vous savez, quand vous êtes dans une ferme de la vie, que vous allez toujours manger.
que vous allez toujours manger. Alors il y a 60 personnes qui travaillent et vous tournez les pouces. Bah non, hein, c'est pas comme ça. Hein. Tout le monde bosse. Par exemple, le médecin, vous pourrez écouter ma vidéo sur la médecine, hein. C'est un peu différent de ce que vous imaginez. Mais disons, votre médecin, vous êtes cassé une jambe, ben votre médecin, allez, il vous reçoit maintenant parce qu'il est disponible pour vous soigner. Parce qu'il a mangé hier, avant-hier, ce matin, et ce midi au petit-déj et ce midi, il a pris son repas normal. Normal, un repas équilibré en plus. Hein. On fait en sorte que les repas soient équilibrés. Voilà. Donc, le médecin, vous voyez, bon, on est à 61 personnes si on met le médecin dedans. Mais le médecin, il ne peut pas travailler tout seul, il lui faut 2 infirmières. Une le jour, une la nuit, où elle se débrouille. Hein. Voilà, il lui faut 2 infirmières. Bon, on est à 63. Il faut des gens pour fabriquer les attelles, 64. Il faut des gens pour fabriquer les médicaments. Parce que les médicaments, ils sont en Chine. Ils sont fabriqués en Chine ou en Inde. Et je ne suis pas persuadé que les Indiens ou les Chinois, qui n'auront plus, eux non plus, d'électricité, acceptent de nous fournir des médicaments, quoi. Et puis les transporter comment? À d'autres chameaux? Ouais, ça se fera un jour peut-être. Pour l'instant, non. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Donc il faut des gens pour s'occuper des médicaments. Et puis il faut des gens pour aller couper du bois. Et puis il faut des gens pour chauffer, pour faire la cuisine. Parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus que le bois. Hein. Et puis il faut construire des maisons, construire des ateliers, construire une infirmerie. Et puis il y a une ferme hôpital, il faut construire la ferme hôpital. L'hôpital, c'est plus grand que... voilà. Parce qu'on ne peut pas récupérer les hôpitaux. Ben oui, vous pensez bien. Hein. On ne va pas se balader avec une torche en pain dans les couloirs des hôpitaux actuels, hein, et en poussant le malade avec une torche en pain pour y voir. Hein, parce que, évidemment, les couloirs, ils sont au milieu. Hein. C'est de la haute technologie, l'architecture de ces choses-là. Et donc, nous, on va construire des choses qui sont bien isolées, très très bien isolées, parce que, vous savez, quand vous avez 10 cm d'isolant et qu'il fait 45 degrés dehors, il ne faut pas attendre trop longtemps pour qu'il fasse aussi 45 degrés dedans. Hein. Donc, c'est des isolants qui ne conviennent pas. Voilà, donc vous voyez, là, il y a des gens, donc on arrive peut-être là à 150. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il faut faire des chaussures, il faut faire des habits, il faut, etc. Tout ça, il faut enseigner. Donc, les gens qui font de l'enseignement aujourd'hui, et qui sont bons, et qui acceptent de travailler comme il faut le faire, non pas pour qu'eux soient bien, mais pour que ceux qui apprennent soient bien, les enfants, et puis les adolescents, puis peut-être même les adultes, puisque à tout âge, on devra pouvoir apprendre. Hein. Voilà, voilà, les fermes de la vie, c'est ça. Ça coûte rien. Enfin, je veux dire, nous, on ne vous demande pas d'argent. On vous demande un peu d'argent pour votre ferme. Hein. Et beaucoup moins que bon, faut pas que je dise beaucoup moins, parce que, mince, alors, on va finir par augmenter. Mais enfin, très très peu, quoi. Et de toute façon, tout le monde vient dans une ferme de la vie. Toute personne qui dit, moi, je veux venir dans une ferme de la vie, elle vient dans une ferme de la vie. Même si elle est clocharde jusqu'au dernier degré. Elle vient dans une ferme de la vie et tout de suite, elle aura mangé, elle pourra prendre une douche. Voilà, elle aura des habits, des chaussures, etc. Et puis, elle commencera à se faire des amis, à rigoler, etc. Voilà, c'est ça la vie. Hein. Là, je vous parle de quelqu'un qui sort de la rue, quoi. Hein. Vous, ça va, vous. Vous êtes habitué à vivre bien comme ça, vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Sauf que maintenant, vous n'avez plus rien. Hein. La douche ne fonctionne plus, il n'y a plus d'électricité, vous n'y voyez plus grand-chose. Bon, il y a une solution, c'est de vivre comme les poules. Hein. On se lève le matin de bonne heure et on se couche le soir. Voilà, quand les poules se couchent, quoi. Hein. Parce que là, on commence à ne plus y voir grand-chose.
Ouais. Donc, l'effondrement, parce que c'est quand même de l'effondrement dont il faut parler, ça va être tous les gens qui ne sont pas préparés, comme ce que je viens de vous dire dans une ferme de la vie, tout cela vont disparaître. Bon, en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il y a des gens qui me disent, mais moi je vais dans la forêt, je me nourris. Je me nourris dans la forêt, ça, il arrache des racines et il mange des racines ou quelques plantes, ça dépend de la saison. Hein. Parce que l'hiver, quand il gèle, aller ramasser des racines, bon courage. Hein. Et puis alors, c'est rien, quoi. Il va ramasser des racines et il se nourrit. Et évidemment, les 10 000 personnes qui sont autour de lui, qui cherchent à manger comme des malades, ils n'ont pas repéré que lui allait chercher des racines. Allez, allez. Il faut arrêter avec ces réflexions qui ne sont pas entières, qui ne sont pas complètes, qui ne riment à rien. On ne va pas manger des racines. Il n'y a plus à manger dans nos campagnes. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus d'arbres fruitiers. Dans ma commune, on a planté, j'ai envie de dire, des milliers d'arbres. Il n'y en a aucun qui donne des fruits. Parce que s'il y avait des fruits, ça pourrait protéger la biodiversité, forcément, quoi. Hein. Les oiseaux mangent les fruits. Les insectes mangent les fruits et se reproduisent dans les fruits, et, etc., etc. Alors, pensez, ça aurait été donner un peu d'espoir des imbéciles. Bon, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, je suis certainement l'imbécile, mais enfin, ce que je vous raconte là, voilà. Ces gens de pouvoir, ils ont le pouvoir, mais pas la réflexion qui va avec. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Hein. J'en ai rencontré quelques-uns. Ils me reçoivent, mais enfin, ce que je leur explique, ça ne doit pas les toucher. Bon, eh ben, écoutez. Alors, effectivement, là, j'ai exagéré peut-être un peu. J'ai pris la version, disons, la plus critique. Ça veut dire que là, on programme un effondrement pour 2024. Ça tiendra encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, moi. Hein. Pour nous, c'est bien si cette civilisation tient, parce que écoutez, on commence avec les fermes de la vie. Ça fait 3 ans que je me bats comme un beau diable avec des gens qui m'ont roulé dans la farine en me laissant croire que peut-être on pourrait avoir un terrain. Et puis, on n'avait pas de terrain, alors qu'on avait une équipe. Et le fait d'avoir des terrains, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas des humains à mettre dessus. Hein, des humains qui veulent s'impliquer. Mais quand je dis s'impliquer, c'est s'impliquer. C'est construire une nouvelle civilisation. Non, non, mais je suis conscient de ce que je dis là. Hein. Je suis conscient que c'est de la folie, que tout ce que vous voulez. On est bien d'accord. Il n'empêche que nous, on ne rêve pas de reconstruire la France. On n'aura pas d'armée, pas de police, pas de gendarmerie. Enfin, c'est nous qui faisons c'est les groupes, les fermes de 500 personnes qui vont faire leur propre police. Il y aura peut-être 4, 5, 10 personnes affectées donc à la surveillance de certains phénomènes. Voilà. Il y en aura beaucoup au début, puis ça va diminuer petit à petit, parce que quand il restera plus que les fermiers, les choses seront très calmes. Les fermiers, ils sont dans leur ferme, ils s'occupent de ce qu'ils ont à faire. Il y en a un qui s'occupe de soigner la mémé parce qu'elle est rabataire, Alzheimer et tout ça. Il y en a une autre qui s'occupe d'accoucher la femme, donc le bébé qui naît. Et puis il faut faire la fête derrière. Il y en a qui sont en train d'essayer de faire monter le niveau de la nappe phréatique. Il y en a qui sont en train d'aller récolter du bois, de cultiver des légumes, de greffer des arbres, voilà. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Pilote de chasseur, ça va disparaître. Hein. Banquier, ça va disparaître. Notaire, ça va disparaître. Il n'y a plus la propriété. Hein. C'est le droit à la vie qui prime à partir de ce moment-là. C'est pas le droit de propriété. Voilà, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître comme ça. Mais il y aura toujours des métiers d'artistes, de chercheurs dans toutes les matières, en maths, en physique, en chimie. Chimie, très important. Même si nous, on ne veut pas faire d'engrais ni de trucs pour tuer les animaux. Hein. Mais il faut faire de la chimie parce que la chimie, c'est précieux.
Et puis parce que la chimie, c'est manipuler des choses dangereuses. Donc il y a un chimiste qui fait quelque chose et il y en a un autre qui vient derrière vérifier que le mode d'utilisation qu'il a prévu ne traîne pas derrière lui comme le glyphosate par exemple. Hein. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur l'effondrement. Ça ne dépassera pas, de toute façon cette civilisation mourra avant 2030. Oui, j'ai oublié de dire, il y a une raison, enfin je vous l'ai dit. Maintenant là, à partir de 2022, si vous n'avez pas une voiture électrique, waouh, c'est pas le pass sanitaire qui va vous empêcher, qui va vous restreindre vos libertés. C'est le fait que vous n'avez plus les moyens de vous déplacer. Hein, parce qu'une voiture électrique, ça coûte 30 000 euros. Et que même si vous pouvez l'avoir à crédit, voilà. Et puis je vous dis, bon. Voilà, donc ça serait bien que vous soyez un peu moins bête que la moyenne et que vous réfléchissiez à changer votre mode de vie. Vous avez en plus le temps de vous adapter, hein. Disons 3 à 4 années. 3 à 4 années, je sais bien que c'est court, mais il fallait démarrer il y a 3 ans. Hein. Voilà. Je suis un peu passionné sur ce sujet-là, donc je suis pas très cool et pas très... Et cette vidéo n'est pas très belle. Elle va peut-être se faire sucrée. Mais bon, je crois qu'il faut dire les vérités par moment, quoi. Allez, à bientôt.